Bonjour à tous, merci. Merci aussi à la médiathèque de nous accueillir. Alors nous, c'est l'Université de Pau et puis donc une fédération de recherche que j'ai le plaisir de diriger et de représenter, qui effectivement s'est engagée dans ce programme de recherche portant sur la misogynie. Ce programme est dirigé donc par Maurice, qui est professeur d'histoire moderne à l'Université de Pau, au laboratoire de recherche ITEM, et donc par moi-même, Nadia Mekwa-Herzberg, professeure de littérature espagnole, au laboratoire Arc Atlantique, donc deux laboratoires qui font partie de cette fédération de recherche qui regroupe plusieurs entités. Voilà, donc je vous souhaite une belle conférence et je donne la parole à Maurice. Merci Nadia. Le 17 mars, la conférence d'Yves Rebaud sur une ville faite par et pour les hommes. C'est le titre d'un de ses petits ouvrages que peut-être la médiathèque n'a pas encore, mais enfin j'ai ici, je pourrais vous le montrer. Le 12 mai, c'est Camille Froidevaux-Métairie, une professeure de Reims, qui viendra pour une projection débat de son film sur les femmes en politique, qui s'appelle « Dans la jungle », très intéressant. On saute les vacances quand même, enfin on saute l'été. Le 29 septembre, Elisabeth Ferraud-Vallée viendra vous parler de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, comprendre et agir. Novembre, eh bien, la date n'est pas encore précisée, Nadia Mekwa-Herzberg, donc que vous venez de voir, viendra vous parler de la misogynie en littérature. Et enfin, ça s'achèvera par une conférence d'une professeure espagnole, Marta Segal, qui parle très bien le français et qui parlera de la misogynie et des droits des femmes en Espagne. Donc, Nadia a à peu près dit tout ce qu'il fallait tout à l'heure. Il s'agit d'un programme de recherche qui court sur 3 ans. Et au cœur de ce programme, il y a une enquête à l'université sur l'égalité femmes-hommes. C'est une enquête de grande ampleur qui n'a jamais encore été réalisée en France dans les universités. Elle concerne tous les personnels, les étudiants, étudiantes, professeurs, enseignants et chercheurs et naturellement le personnel administratif. Questionnés sur quoi ? Eh bien tout simplement sur leur vision des choses, leur vécu de l'égalité ou de l'inégalité entre les femmes et les hommes, ce qu'ils ont à dire et ce qu'ils ont expliqué. Donc c'est une enquête de fond que nous avons lancée, qui va être dirigée par les sociologues et qui va courir sur 2016 et 2017. Au début de l'année 2018, nous viendrons ici vous en rendre compte, vous expliquer les résultats de cette enquête et puis ce qu'on peut en attendre. Alors pourquoi est-ce qu'on fait une enquête ? Je dirais que c'est d'abord pour sensibiliser le personnel et les étudiants à ces problèmes d'égalité femmes-hommes. Les sensibiliser, et pas simplement sous l'angle du harcèlement sexuel, mais aussi sous d'autres angles qui viennent plus difficilement comme ça à l'esprit, mais une mise à plat, si vous voulez, des problèmes que peuvent rencontrer les femmes dans l'université en raison de leur parcours professionnel, mais en raison aussi de leur vie à l'intérieur de l'université avec les hommes. Alors, sensibiliser les étudiants et puis aussi faire prendre conscience à l'administration que les inégalités sont quand même bien visibles dans une université. Alors, je le dis en vitesse, mais on y reviendra certainement dans 2 ans lorsque on parlera des résultats, mais c'est vrai que vous prenez le président, c'est un homme, normal. Les vice-présidents, il y en a 3 et 1. Si on compte le vice-président étudiant, ça fait 4 hommes. Ensuite, en dessous, il y a des chargés de mission. Enfin, au total, il y a 23 personnes, je crois, en dessous des vice-présidents. Dans ces 23 personnes, il y a 4 femmes. Total, 20% de femmes dans la gouvernance de l'université. C'est pas très normal, comprenez ? C'est à Bordeaux-Montaigne, il y a quelques années, on a élu une liste, ils ont élu une liste qui prônait la parité dans tous les temps, et ils ont appliqué la parité. Donc, vous voyez, les choses sont possibles, elles peuvent changer. Bon, j'ai pris l'exemple de l'université parce que nous en parlons, mais
J'aurais pu prendre beaucoup d'autres exemples. C'est la Chambre de commerce et d'industrie, par exemple, ici, composée exclusivement d'hommes, etc., etc. Donc, sensibiliser les jeunes pour la bonne, les jeunes et les moins jeunes, sensibiliser les étudiants et les personnels, tout simplement pour lutter contre l'inégalité. Parce que l'information, et ça c'est un slogan je ne l'ai pas indiqué là, je croyais l'avoir remarqué, c'est un slogan du planning familial, l'information est une arme. Informer est une arme. Bon, on peut en discuter, ça a été discuté, mais en fait, il faut commencer par là. Alors, voilà, présenter, si vous voulez, rapidement, le cadre dans lequel s'inscrivent ces 6 conférences. Il y en aura d'autres peut-être, si on veut bien, si on a les sous, parce que ça, c'est le gros problème. Mais pour l'instant, on s'en est tenu à ces 6 conférences de l'année 2016. C'est déjà pas mal. Alors, maintenant, j'entre dans le vif du sujet. Vous vous étonnez peut-être du terme qui a été choisi pour ce programme. Misogynie, c'est quand même un mot, c'est un gros mot. Hein, c'est une insulte, misogynie. Alors, en général, on ne parle pas de misogynie, on parle plutôt de sexisme. Et la première chose que je vais aborder, donc, c'est pourquoi parler de misogynie plutôt que de sexisme. Bien, et j'ai mis en exergue cette phrase de la journaliste Rebecca West en 1913, « Les gens me traitent de féministe chaque fois que mon comportement ne permet plus que je sois confondu avec un paillasson. » Autrement dit, se dire féministe ou se proclamer féministe, c'est forcément, disons, prendre des risques. Aujourd'hui, nous ne prenons pas beaucoup de risques, évidemment, surtout dans une assemblée où il y a 90% de femmes, donc il n'y a pas de problème. Mais, enfin, il faut bien dire quand même que si on s'occupe de misogynie, c'est pour faire un peu bouger les choses. Et c'est vrai que c'est un engagement, vous n'y pouvez rien. Alors, féministe, le terme, vous savez que le terme, je fais une parenthèse, je vais essayer de ne pas en faire trop quand même, mais féministe est un terme qui est aujourd'hui encore connoté très péjorativement. Même chez les femmes, traiter de féministe, enfin, se réclamer du féminisme, c'est pas évident. Même pour des femmes qui se font tabasser, elles ne veulent pas entendre parler du féminisme, je le sais par expérience. Alors, le mot féminisme, depuis qu'il est apparu, est justement toujours connoté assez fortement. Mais moi, je définirais féministe, ou le féminisme, comme tout simplement la qualité de quelqu'un qui s'engage pour lutter pour les inégalités, pour l'égalité femmes-hommes, hein, contre les inégalités qui frappent les femmes. C'est tout. Pour moi, c'est rien de plus que ça. Et naturellement, dans le féminisme, il y a énormément de courants qui sont très différents, qui ne sont pas d'accord entre eux. On peut être pour les uns, pour les autres, etc. Mais en attendant, je groupe sous le nom de féministes tous ceux et toutes celles qui luttent pour l'égalité des femmes et des hommes. Fin de la parenthèse. Je vais donc essayer d'expliquer pourquoi ce programme de recherche parle de misogynie plutôt que de sexisme. C'est vrai que misogynie, c'est un terme très fort, et la misogynie, c'est rare. Théoriquement, c'est la haine des femmes, ou le mépris des femmes, ou l'indifférence à l'égard des femmes, enfin, c'est tout ça, la misogynie. Et effectivement, c'est pas fréquent, c'est même des cas particuliers. Regardez autour de vous, vous ne trouvez pas de misogynie. Pratiquement, ça n'existe pas. C'est quand même une insulte. Alors pourquoi prendre ce terme-là plutôt que le terme de sexisme, qui est tout simple? C'est pas normal de ne pas aimer les femmes. Hein? Nous sommes programmés pour les aimer, et celui qui ne les aime pas, ou qui les déteste, il est anormal. En revanche, il y a une norme qui existe, c'est celle de la domination masculine. Ça, c'est une norme. C'est-à-dire qu'on la retrouve dans toute l'histoire, dans toutes les cultures, dans toutes les sociétés, aujourd'hui, ici, comme ailleurs. Vous voyez ? Cette domination masculine, qui reconnaissent non seulement les spécialistes, les chercheurs, les anthropologues, les psychanalystes, etc., mais aussi, dont tout le monde peut faire l'expérience, cette domination masculine, elle n'a pas de nom autre que domination masculine. On ne sait pas d'où ça vient. On ne sait pas quel est l'auteur. Alors, auteur est un grand mot, quelles sont les origines, si vous voulez. Le problème, c'est de pouvoir nommer ce qui est à l'origine de la domination masculine, si elle est partout, si vous voulez. Si elle est de toute
de toute éternité, enfin, éternité est peut-être un mot un peu fort, mais enfin, disons, si on la trouve partout et dans tous les temps, il faut qu'il y ait à l'origine, si vous voulez, un agent. Un agent, c'est pas forcément un individu. Ça peut être une construction, ça peut être un groupe, ça peut être une institution, mais il faut qu'il y ait un agent à la base pour ceci. Alors, en général, on parle de sexisme, ou bien on emploie d'autres mots qui sont apparus dans les années 60. On parle de machisme, de phallocratisme, de sexisme, de patriarcat. Tous des mots qui désignent, si vous voulez, l'origine de la domination masculine. Alors le problème, c'est que machisme, phallocratisme, c'est des mots quand même un peu forts qui concernent plutôt des abus. Machiste, phallocrate, c'est vraiment très abusif, si vous voulez. C'est pas généraliste, si vous voulez. Sexisme et patriarcat, c'est un mot qui est un peu particulier parce qu'il est très employé dans les milieux féministes, mais il est difficile à appliquer partout. Il désigne une forme de domination qui est d'ordre économique, familial, si vous voulez, c'est le père de famille. C'est pas très facile à employer. Alors généralement, on parle de sexisme. Bon. Alors le problème avec sexisme, c'est que ce mot ne nous convient pas, tout simplement parce qu'il désigne aussi bien des comportements qui peuvent être attribués à des femmes qu'à des hommes. Il ne désigne pas, si vous voulez, exclusivement ce qui est à l'origine de la domination masculine. C'est pas possible. En effet, qu'est-ce que c'est que sexiste ? Bon, sexiste, c'est celui qui va privilégier, dans une situation où devrait régner l'équité, qui va privilégier quelqu'un de son sexe parce que c'est son sexe. Là, on est sexiste, si vous voulez. Bon. Sexiste, ce peut être également celui ou celle qui colporte des stéréotypes sur le sexe opposé, des préjugés. Là, on est sexiste. Mais les femmes peuvent être aussi bien sexistes que les hommes. Il n'y a aucun problème. Le vocabulaire leur appartient, le vocabulaire le dit, elles peuvent être sexistes. Donc, ce n'est pas un mot particulièrement qui désigne particulièrement donc l'agent de la domination masculine. On peut être sexiste aussi en refusant la mixité, en refusant la parité, en refusant l'égalité des sexes, dans un contexte qui le mériterait. Ben là aussi, les femmes peuvent être aussi bien sexistes que les hommes. Il n'y a pas de problème. Ils sont autorisés, n'est-ce pas ? Et donc, au total, si vous voulez, le mot sexiste, pour nous, en tant que chercheurs, il n'est pas assez précis. Ce n'est pas un mot qui désigne véritablement, qui permet de désigner l'origine de la domination masculine. Il est ambivalent, il est unisexe. Et le langage là-dessus n'est pas assez précis. Alors, au total, si vous voulez, ce mot, nous l'avons écarté. C'est un qualificatif ou c'est un mot qui peut s'appliquer aux deux sexes. Et ce n'est pas ce qu'il nous faut. Alors, nous utilisons misogynie, qui est un mot plus ancien. D'abord, il est ancien. Sexisme, c'est très récent. Sexisme, c'est des années 60. Il vient en plus des États-Unis, ce mot. Et dans l'éventail des mots qui permettent de désigner, si vous voulez, l'oppression des femmes, il y a misogynie. Misogynie est un très vieux mot. Et je voudrais vous expliquer pourquoi il m'intéresse particulièrement, pourquoi nous l'avons choisi en quelque sorte. Misogynie, d'abord, désigne clairement l'origine masculine. Là, c'est pas comme sexisme. Misogynie, c'est comme phallocrate ou machiste, ça désigne vraiment la masculinité, l'homme, en quelque sorte. Alors, ce mot est apparu au XVIe siècle. Il est tiré du latin, miso, donc contre, et géné, les femmes. Il est né au XVIe siècle, forgé en France, et ensuite il a essaimé en Espagne, en Italie. C'est assez rare, parce qu'à l'époque, on importe beaucoup de mots italiens, beaucoup de mots espagnols, mais il est assez rare qu'ils nous empruntent les mots français. La France n'a pas encore un rayonnement suffisant, si vous voulez. Et là, le mot misogynie, il est passé dans le langage en Angleterre, en Espagne et en Italie.
pas en Allemagne. En Allemagne, ils ont d'autres mots. Et c'est assez intéressant, parce que ça prouve qu'on avait besoin un peu de ce mot. Il est né dans un contexte que certains d'entre vous connaissent certainement, qui s'appelle la querelle des femmes. C'est une joute littéraire qui commence dans les années 1540, la querelle des femmes, et qui oppose les partisans et les adversaires des femmes. Des hommes, que des hommes, qui se battent, les uns sont les défenseurs, les autres sont les adversaires. Alors c'est très littéraire, et on a toujours un peu méprisé, enfin les historiens du moins, pas les historiens de la littérature, parce que c'est intéressant, il y a beaucoup de textes, mais les historiens eux-mêmes, ils ont toujours assez méprisé cette querelle des femmes comme étant quelque chose de purement littéraire. Moi, je n'y crois, je ne pense pas. En tant qu'historien, et particulièrement de cette époque, 16e, 17e, 18e, je crois au contraire que c'est très important. Parce qu'au XVIe siècle, les femmes font une percée. C'est la première percée dans l'histoire de l'Occident qui est vraiment une percée réelle qui va se poursuivre dans deux domaines. À la cour, où les femmes tiennent maintenant une place qu'elles n'avaient pas auparavant et qu'elles ne lâcheront jamais. Et dans la littérature, parce que Christine de Pisan avait bien écrit, mais au début du XVe siècle, fin XIVe, début XVe, mais c'était une exception. Au XVIe siècle, vous avez des femmes qui écrivent. Et elles percent dans la littérature. Oh, c'est pas encore comme ça viendra plus tard, comme aujourd'hui. Mais tout de même, elles sont présentes, elles sont visibles. C'est très important. Et quand elles sont visibles, eh bien, les hommes ont des réactions. Alors, réactions, là, je ne veux pas faire un cours d'histoire, hein, ce n'est pas le moment, mais il y a des réactions contre les femmes de la cour, hein, notamment des militaires qui considèrent qu'elles ne sont pas à leur place, et les réactions dans le monde des lettres, dont le plus beau d'ailleurs, c'est Montaigne, hein, qui s'élève contre les femmes savantes. On ne parle pas encore de femmes savantes, mais des femmes éduquées. Bon. Alors, ces réactions sont des réactions d'antiféminisme. Et c'est la première fois dans notre histoire, nous, occidentale, si vous voulez, qu'il y a très nettement un grand mouvement antiféministe. Et c'est en réaction contre des avancées des femmes, les premières avancées féminines, historiquement parlant. Eh bien, il est intéressant que le mot de misogyne soit né précisément à cette époque-là. Les défenseurs des femmes traitant les adversaires de misogynes. Voilà pourquoi le mot m'intéresse. Vous voyez, sur un plan historique, il est extrêmement intéressant, extrêmement important, ce mot-là. Bon, naturellement, nous l'avons pris maintenant dans un sens plus large. Je vais vous expliquer pourquoi. Alors, pour terminer avec le mot misogyne, après le XVIe siècle, il est beaucoup moins utilisé. On le trouve par-ci, par-là, bon, c'est pas essentiel. Et puis, au début du XIXe siècle, il revient en force et apparaît le substantif misogynie. Et à ce moment-là, le mot prend ensuite son essor. Bon. Alors, aujourd'hui, nous ne l'utilisons pas exactement dans le sens vraiment étroit du terme, la haine des femmes ou la détestation des femmes. Nous utilisons, nous, dans ce programme de recherche, le mot misogynie pour désigner cet agent de la domination masculine qui se manifeste de toutes sortes de manières, qui peut être le fait d'individus, des hommes peuvent être misogynes, qui peut être le fait de groupes, je vais vous donner quelques illustrations, de groupes qui sont misogynes, qui peut être le fait d'institutions qui sont misogynes, là aussi on va revenir dessus, ou qui peuvent être le fait de situations dont on ne trouve pas les responsables, les coupables, mais qui sont des situations qui entraînent la discrimination des femmes. Et là où il y a discrimination, il y a misogynie pour nous. Nous donnons le terme de misogynie à tout ce qui est à l'origine de la discrimination des femmes. Ça nous permet d'abord de regrouper des situations qui a priori sont un peu différentes. Par exemple, un homme a un comportement machiste. Ben voilà, là on peut parler de misogynie. Une publicité, je vous en montrerai une tout à l'heure, pas une publicité, oui une publicité,
Et puis un dessin aussi. Hein. Un dessin, une image peut être misogyne. D'accord ? Ok. On peut voir de la misogynie aussi lorsqu'une femme séparée élève seule ses enfants. Et 80%, vous le savez, des familles monoparentales sont des familles dirigées par une femme. Là aussi, il y a discrimination. Il y a donc pour nous, donc à l'origine, misogynie. On peut prendre aussi comme exemple, encore une fois, c'est la même chose tout ça. Ce que je veux vous faire dire, c'est que c'est la même chose pour nous. Il y a toujours discrimination au total des femmes. On peut prendre aussi comme exemple, bon, tout simplement, une femme tombe enceinte et ça ralentit sa carrière. Vous verrez, on en parlera de ceci plus tard. Ça ralentit sa carrière. Bon, ça aussi, c'est une question de misogynie, de discrimination. Non, il n'y a pas de coupable. Hein. Il y a une situation, des lois, il y a des règlements, il y a ceci, il y a cela, mais vous êtes dans une situation, pour nous, de misogynie. La natation synchronisée est beaucoup moins bien payée que le football. Vous êtes dans la même situation. Discrimination, là aussi, d'un sport féminin. Discrimination des femmes, par l'occasion. Et Yves Rebaud, qui viendra dans un mois vous parler de la ville, vous verrez comme c'est passionnant. Il vous dira, enfin, il vous prendra l'exemple qu'il avait cité dans Le Monde un jour, dans le journal Le Monde, et, quand verrez-vous un équipement public destiné à 43 000 femmes? Il n'y en a pas. Ah, mais pour les hommes, oui, ça s'appelle les stades de football. Hein. Bien, alors, vous verrez. Enfin, dernier exemple, qui relève encore de la discrimination. Mais là aussi, les responsabilités sont évanescentes, sont très tenues. 83% des enfants nés en 2014 portent le nom de leur père, alors que la loi autorise à donner le nom de la mère, ou le nom de la mère à du père, ou le nom du père à la mère, etc. Et ben voilà. Alors tout ça, ce sont des situations de discrimination, et parce que nous luttons contre la discrimination dans son ensemble, de manière générale, nous donnons à l'agent qui est la cause de tout ceci le nom de misogynie. Donc vous voyez, c'est un emploi un peu particulier. Alors, je vais donner quelques exemples donc, de discrimination des femmes. 4 exemples, exactement, pour montrer à quel point on est dans le concret. En 2006, lorsque Ségolène Royal annonça sa candidature à l'élection présidentielle, vous savez que Laurent Fabius a demandé « Mais qui va garder les enfants ?» Bon, là, vous êtes dans un cas typique de misogynie politique. Vous en entendrez parler aussi dans une conférence, celle de Camille Froideau. Un exemple de misogynie collective, maintenant. Le groupe. Vous connaissez l'Orchestre Philharmonique de Vienne, avec son concert du jour de l'an, 50 millions de spectateurs. Hein. C'est l'orchestre le plus sexiste, je reprends le mot sexiste pour hein, le plus sexiste et le plus raciste d'Europe. Ce n'est qu'en 1997 qu'il a titularisé une femme, une harpiste, parce qu'ils n'arrivaient pas à trouver d'homme. Et elle jouait dans l'orchestre depuis 20 ans, mais elle n'était pas titulaire. Ils ne voulaient pas de femme. Aujourd'hui, il y a 4 femmes dans l'orchestre, 2% des effectifs. Et ils n'acceptent que des gens d'ethnie européenne, personne d'autre. Ils ont refusé les Asiatiques, etc. Voilà. Et je vous cite quand même un membre de l'orchestre qui avait déclaré dans une interview en 2003, lorsqu'il n'y avait que 3 femmes, 3 femmes, c'est déjà trop. Lorsque nous en aurons 20%, l'orchestre sera ruiné. Nous avons fait une grosse erreur et nous le regretterons amèrement. Voilà. Misogynie, là, strictement collective. Hein. Vous voyez que je sors mes lunettes parce que si ça continue, je vais pouvoir... Bon, un autre exemple banal de misogynie institutionnelle. Les religions, en général. Presque toutes les religions sont misogynes. Non pas par l'idéologie qu'elles distillent. L'idéologie, c'est aimez-vous les uns et les autres, etc. Mais tout simplement par l'institution ecclésiale, c'est-à-dire ce qui constitue le cœur de la religion, qui refuse en général aux femmes l'ordination. Et là, vous avez un cas qui est quand même assez flagrant. Je voudrais là citer
une personne que je ne connais pas, mais j'ai lu l'autre jour, Isabelle Botian. C'est une scénariste de bande dessinée. Vous connaissez l'histoire du grand prix du Festival d'Angoulême, enfin ça a fait une, donc c'est très, très frais. Et là, elle a dit, non, il ne faut pas juste attendre que la société évolue. La société a déjà évolué. Et c'est les instances dirigeantes de bien des domaines ne lui correspondent pas, c'est bien le problème. Et c'est vrai, ça. Et c'est ce que nous faisons, parce qu'on n'a pas expliqué en détail le titre de notre programme de recherche, mais il s'appelle « Pouvoir et misogynie ». C'est-à-dire comment la misogynie est créée et entretenue par les instances dirigeantes, par les pouvoirs, par les institutions. Et là, elle a tout à fait raison. Les instances dirigeantes sont souvent en retard par rapport à la réalité de la société. Bon. Alors, je ne développe pas cet exemple, mais le sacerdoce féminin, il y a très peu de religions qui l'acceptent. Bon, il y en a quand même. Quatrième et dernier exemple de misogynie, mais alors là, c'est cette fois-ci institutionnelle, mais tellement diluée que, après tout, on peut toujours chercher des responsables, c'est très difficile. En 2012, à la veille de l'ouverture du Festival de Cannes, Le Monde a publié une pétition du collectif féministe La Barbe. Je ne sais pas si vous connaissez, hein, ces femmes qui se mettent une barbe et qui vont interrompre des rassemblements d'hommes pour les interpeller. Eh bien, ils avaient fait une pétition en rappelant donc que au Festival de Cannes, il y avait eu sur 65 éditions du Festival de Cannes, une seule femme qui avait été couronnée, c'est Jeanne Campion. Hein. Donc, encore une fois, en 2012, il n'y avait que des hommes qui avaient été nominés. Et donc, forcément, un homme qui a été choisi. Alors, là, je ne développe pas, parce que sinon je vais perdre trop de temps, mais l'industrie du cinéma, qui a été... ce qu'il y a de bien aujourd'hui, vous voyez, c'est qu'il y a des enquêtes. Vous pouvez trouver des chiffres sur tout. Et notamment, il y a une grande enquête du CIC sur, précisément, l'industrie du cinéma. Et c'était effrayant, quoi. Les femmes y tiennent une part secondaire, bien entendu, et jamais... il y a beaucoup d'actrices, il y a très peu de réalisatrices. Quant aux réalisatrices, si on regarde les chiffres, l'argent qu'elles dépensent est bien inférieur à celui des hommes. Hein. C'est-à-dire qu'elles font des films qui sont beaucoup moins chers, etc., etc., etc. Bref, là, dans ce type de misogynie, vous avez une misogynie qui est diffuse, qui est institutionnelle, une discrimination, si vous voulez. Mais j'emploie bien le mot de misogynie parce que c'est tout ça, ce sont les mêmes. C'est une même enveloppe, si vous voulez, hein, un même package, si vous voulez. Hein, et vous êtes dans des situations où, au fond, les hommes, ils ne s'en aperçoivent pas. Hein, s'il n'y avait pas des collectifs féminins qui bougeaient, ça paraîtrait tout à fait normal. Alors, pour illustrer ceci, voici un dessin donc, de Florence Sestac, qui est la seule scénariste à avoir été primée à Angoulême. La seule, là aussi, la seule auteure de bande dessinée qui a reçu le Grand Prix d'Angoulême, sur je ne sais pas combien d'éditions. Ça, c'est le dessin qu'elle a fait sortir. Ben oui, ça ne leur vient même pas à l'idée. Donc, effectivement, il faut, hein, ce que je disais tout à l'heure, en début, il faut parler, il faut informer. Et celle-là, j'ai trouvé très bonne, je l'ai mise aussi, bon, elle est très, très incisive, n'est-ce pas ? Toujours. Alors, maintenant, je vais donc distinguer deux formes de misogynie. Ça, c'est très important. Ça va ? Vous avez vu ? Bon, ça se lit bien. Il est extrêmement incisif, très pertinent. Alors, je vais donc distinguer deux types de misogynie. Celle, au fond, dont nous parlons depuis un moment, qui est l'antiféminisme, qui est la misogynie visible, et puis la misogynie qui est invisible, celle qui est ambiante. Parce que, vous voyez, quand on parle de misogynie, c'est tout simple, c'est toujours l'autre. Là, maintenant, on va s'impliquer un peu, parce que c'est toujours l'autre, forcément. L'autre, c'est-à-dire, avant, les siècles précédents, ils étaient beaucoup plus misogynes. L'autre, c'est celui d'à côté. Les cultures d'à côté sont terriblement plus misogynes. Alors là, il y a des événements récents qui pourraient dire... Bon, mais c'est toujours les autres. Hein. Ou alors, c'est l'autre quartier. Notre quartier, ça va, mais l'autre quartier, c'était les banlieues. Bon. Alors,
Tout ça, c'est toujours pour repousser la chose et pour ne jamais regarder exactement en face ce qui nous concerne. Moi, je ne vais pas vous parler aujourd'hui des autres cultures, mais exclusivement de la nôtre, si vous voulez. Alors, la réalité, c'est qu'il y a de la misogynie un petit peu partout, chez nous comme ailleurs, bien entendu, mais il y a deux types de misogynie. Celle qui est visible, je l'appelle antiféminisme. C'est celle qui est consciente, qui s'oppose aux femmes dès qu'elles revendiquent quelque chose ou dès qu'elles contestent la place des hommes. C'est de l'antiféminisme. Par exemple, en 1981, devant Édith Cresson, lorsqu'elle était ministre de l'Agriculture, on a déployé une banderole « On espère que tu es meilleur au lit ». C'est lourd, vous me direz. Mais ça, c'était en 1981. Mais en 2012, la robe à fleurs de Cécile Duflot a soulevé des trucs. Là, je ne vais pas citer Balkany et tout, mais enfin bon, c'est effrayant. Mais vous me direz, c'est la vie politique, ils sont tout compris, la vie politique, le sport, d'accord, il y a des bastions de la misogynie, c'est vrai. Là où les hommes défendent à mort leur place, c'est vrai. Le sport et la vie politique, la religion aussi, en sont de beaux. Mais, chez nous, l'antiféminisme, il est presque journalier. Par exemple, je vais prendre l'exemple de la route. Une femme au volant. Qui est-ce qui n'a pas protesté contre les femmes au volant? Or, cette réaction, elle est tolérée. Et elle est, à mon avis, tout à fait significative. Parce que le mois prochain, on parlera de la ville. La ville, oui, d'accord. Mais la route, à ma connaissance, il n'y a pas encore d'études là-dessus. Mais je pense que la route, c'est un lieu public qui n'est pas bien surveillé. Et que toutes les femmes peuvent avoir l'expérience de ce que c'est que les attentions, entre guillemets, qui vont jusqu'au harcèlement ou jusqu'aux agressions. Que ce soit des joggeuses qui courent le long de la route, que ce soit des conductrices, que ce soit des cyclistes femmes, que ce soit des autostoppeuses. Je pense, j'ai en tête donc un grand nombre d'agressions donc, qui m'ont été rapportées, dont j'ai été témoin, sur la route. La route, c'est un truc qui appartient au mâle. Ça n'est pas sorti de leur tête mais ça, je suis sûr, que la route, c'est d'abord quelque chose qui appartient aux hommes. Les femmes sont considérées comme admises, acceptées, mais tout de même, la route, c'est quand même un truc d'homme. Là, il n'y a pas d'étude vraiment qui a été faite dessus, à ma connaissance. Mais je pense qu'il y a une étude à faire. Alors, là je parle de choses qui existent aujourd'hui, je veux dire, mais lorsqu'il y a de nouveaux domaines qui apparaissent, de nouvelles techniques, de nouvelles technologies, elles sont tout de suite investies par les hommes. Et alors là, pour les femmes, ça devient très difficile. Ce domaine, le dernier domaine en date, c'est Internet, ou les jeux vidéo. On parle beaucoup des jeux vidéo actuellement parce que le sexisme, la misogynie, est vraiment inhérente aux jeux vidéo aujourd'hui. Je n'ai pas le temps là aussi de vous proposer un tas de chiffres, je les avais mis, non, mais c'est effrayant. C'est absolument effrayant. Les femmes y tiennent une toute petite partie alors qu'elles sont presque à égalité. Les joueuses, des joueurs, il y a presque autant de joueuses que de joueurs. Il n'y a que 22% de femmes qui travaillent dans les jeux vidéo et elles ne sont pas à la tête. Elles ne sont pas des créatrices. Elles sont des petites mains. Le reste est fait par les hommes et pour les hommes. Alors là, je ne donne pas les chiffres, mais enfin, la plupart des héros sont des héros et pas des héroïnes, etc., etc. Ça change très peu. Et alors, les femmes qui ont osé dénoncer ça, je ne sais pas si vous êtes au courant, il y a 2 Américaines qui, dans les années 2013, qui ont tenté de protester contre ça. Mais des campagnes de haine, alors là, de misogynie, d'antiféminisme très fortes se sont levées contre ça. Il y a même un groupe de joueurs qui s'est formé, qui s'appelle Game, je ne me souviens plus son nom, Game, pour lutter contre l'invasion des femmes dans les jeux vidéo. C'est fabuleux. Vous voyez, dès qu'il y a un nouveau domaine qui s'ouvre, il est accaparé par les hommes et ils défendent ce domaine-là.
Et dans les jeux vidéo, c'est effrayant. On le sait parce qu'actuellement, ça fait beaucoup de bruit. On en parle pas mal, des jeux vidéo. Alors, ça, c'est c'est l'antiféminisme. À la limite, ça, vous avez compris, tout le monde le sait. Voilà. La misogynie ambiante, ça, c'est autre chose. J'appelle misogynie ambiante, c'est celle dans laquelle nous baignons, qui est invisible. Invisible pour les hommes, invisible pour les femmes. On est bien dedans, on est chez soi. Alors, c'est difficile d'en donner des exemples, puisqu'on ne la voit pas. Elle est invisible. Mais comment est-ce qu'on peut rendre compte de quelque chose qui est invisible? Il faut remonter en arrière. Il faut regarder en arrière. Et en arrière, vous verrez des choses qu'on ne voyait pas à l'époque et qui sont devenues maintenant bien visibles. Alors, je remonte loin en arrière. Il y a 50 ans, le viol n'était pas un crime. Ce n'était pas systématiquement un crime. On découvrait des circonstances atténuantes et on ne passait pas en cour d'assises. Patient correctionnel, parfois, etc. Il a fallu le procès de 1978, le fameux procès d'Aix-en-Provence, pour que réellement le viol soit passible des cours d'assises et qu'en 1980, la loi soit modifiée pour donner une définition précise du viol. Alors, il y a 50 ans, c'est pas loin, quoi. Enfin, pour certains d'entre nous ici, c'est quand même proche, hein. Mais ça paraît une éternité quand on voit comment le viol maintenant est considéré. Hein. Avant, on y trouvait toute forme de circonstances atténuantes. Je prends maintenant un exemple un peu plus proche de nous. Il y a 25 ans, bon là c'est une génération, 25 ans c'est quoi? Personne ne vous aurait dit que la ville était un espace genré, un espace discriminatoire pour les femmes. Personne ne n'a jamais dit ça. On les vivait sur les campus, on vivait en ville, on allait... Personne ne vous disait ce qu'on va vous dire dans un mois, ce qu'on va vous expliquer en mois, comment la ville, effectivement, est faite par les hommes et pour les hommes. Aujourd'hui, on le sait. Comment on le sait? Parce qu'il y a des enquêtes, parce qu'il y a des chercheurs qui en parlent, parce qu'il y a des articles dans les journaux, parce qu'il y a eu des femmes qui ont réagi. Je pense à cette étudiante belge qui a tourné un film en cachette sur ce qu'elle entendait sur son passage à Bruxelles. Vous connaissez ça, j'espère. Pas entendu parler de ça? C'est fabuleux. Enfin, c'est fabuleux. Non. Elle a démontré, elle a montré ce que toutes les femmes savaient. C'est-à-dire le harcèlement dont elles étaient l'objet dans la rue, et elle a montré. Alors ça fait, oui, mais toutes les femmes savaient ça. Bon. Alors, vous voyez, il y a 25 ans, vous ne parlez pas de ça du tout. Bon. Et il y a maintenant, voyons ce qui s'est passé il y a simplement quelques années. Bon, quelques années. 3 exemples, si vous voulez, tirés de l'actualité. En 2014, un gynécologue britannique, a proposé qu'un congé particulier soit donné, soit accordé aux femmes qui ont des règles trop douloureuses, comme ça se passe au Japon. Alors, ça a entraîné des discussions. Je ne vais pas rentrer dans le détail des discussions, j'ai quelques lignes là-dessus, mais c'est pas la peine. Des femmes qui étaient pour, d'autres contre, etc. Mais enfin, le problème a été soulevé. On n'a jamais parlé de ce problème avant en Occident. Au Japon, c'est différent, c'est une autre histoire. Mais chez nous, on n'a jamais parlé de ce problème-là. Or, il existe. Moi, j'ai enseigné aux Antilles. À l'université, j'ai eu 2 ou 3 fois des étudiants venus me voir pour passer un oral et me disant « Bon, monsieur, cette nuit, il y a eu un zouk à côté de chez moi, pas pu dormir. Bon, déjà, on révise pas la veille, mais enfin bon, ça, c'est les étudiants, hein, vous les connaissez. Mais j'ai répondu à chaque fois, mais écoutez, vous avez la moitié de filles ici. Sur cette moitié de filles qui constituent, vous en avez un quart ou un cinquième qui a ses règles. Et là-dedans, vous avez 30% pour qui c'est douloureux, qui ont une tête comme un melon, qui ont mal dormi dans la nuit. Et jamais une étudiante n'est venue dire « Excusez-moi, mais je ne peux pas passer mon oral parce que j'ai des règles, etc. » Donc, voilà. Hein? Alors, cette chose-là, on en parle maintenant. On n'en parlait pas avant, si vous voulez, des règles douloureuses. Deuxième exemple de discrimination dont on ne parlait pas avant. La TVA appliquée aux protections hygiéniques féminines. On est tombé du ciel. Ah oui, c'est vrai ça. On n'y avait pas pensé. Il faut repasser le dessin. Ah ben on n'y avait pas pensé, c'est vrai. Grâce à une action féministe, parce que sinon
ça aurait pu durer encore longtemps, le Sénat a donc baissé à 5,5% le taux de TVA là, sur les protections hygiéniques féminines. Oh, ça c'est pas fait comme ça, simplement parce qu'on leur a demandé, ils se sont aperçus que, non, il y a eu une campagne, le gouvernement a reçu plus d'une centaine de culottes tachées de sang. Vous n'avez pas vu ça? Allez sur Internet, il y a les photos. Bon, c'était pour les sensibiliser, il faut sensibiliser. Troisième exemple, j'allais dire plus sérieux, mais tout est sérieux dans cette affaire. Tout fait partie de notre programme, en quelque sorte. En 2015, les associations donc, de victimes d'inceste ont obtenu enfin l'inscription du mot inceste dans le code pénal. Parce que jusque-là, c'était relativement flou et donc cela permettait à la justice quelques accommodements, on va dire, avec la réalité. Et ça, c'est très important. Parce que l'inceste, précisément, parlons-en, si je puis dire, c'est un de nos tabous. C'est même un grand tabou. Et chacun sait, aïe aïe aïe, il est 7h moins le quart, chacun sait que l'inceste est beaucoup plus répandu que ce qu'on croit, et qu'il est tu, et que c'est encore un des grands tabous. Enfin, là, je vais arrêter parce que sinon je vais déraper, je vais vous en parler trop de l'inceste. Donc, je vais laisser tomber. Mais enfin, effectivement, le mot lui-même est entré dans le code pénal et permettra de ne plus jouer un peu comme ça avec les circonstances atténuantes. Cette discrimination invisible, cette misogynie ambiante, donc, elle existe aujourd'hui, mais vous ne voyez pas. Ce que je voulais dire, c'est que nous ne la voyons pas. Dans 4 ou 5 ans, quand de nouvelles avancées auront profité à la cause des femmes, on dira « ouais, c'est vrai, ça on ne l'avait pas vu ». Et c'est ça que je veux dire. Vous voyez, la misogynie, elle existe sans qu'on la voie, sans qu'on y prenne garde. Elle est simplement dans nos habitudes, dans nos habitus. Elle est inscrite dans notre psyché depuis l'enfance. Et c'est vrai que si on ne vous ouvre pas les yeux, eh ben on ne la voyait pas et on ne la verra pas tant qu'on ne nous aura pas ouvert les yeux. Voilà. Donc je crois que ça, c'est extrêmement important. Extrêmement important. Alors je vais passer sur certaines choses, des exemples intéressants, mais bon, je ne peux pas développer. Pour en venir à cette dernière partie, si vous voulez, qui est pourquoi, au fond, la misogynie. Pourquoi la domination masculine et pour quelles raisons, si vous voulez, les femmes sont-elles agressées? Parce qu'on peut parler d'une agressivité envers les femmes, puisqu'on peut parler d'une agressivité. Un petit peu comme, je ne sais pas si vous connaissez le rayonnement 3D, hein, qui depuis les fonds des temps circule. C'est un peu ça. Il y a une agressivité sourde qui est plus ou moins forte, qui s'exprime plus ou moins bien, mais qui débouche toujours sur une discrimination. Alors pourquoi ceci? Et la question du pourquoi, il fallait qu'elle soit formulée à partir du moment où l'on jugeait que la discrimination des femmes était générale et universelle. Quand a eu lieu ce moment? Mais ce moment, il est venu à la fin du XIXe siècle. Et là, je dois donc saluer John Stuart Mill, qui est effectivement le premier à avoir posé cette question. Et bien que sa réponse ne soit pas celle d'aujourd'hui, je l'ai quand même indiqué, dès les tout premiers temps de la société humaine, la femme s'est trouvée l'esclave de l'homme en raison de la valeur qu'elle représentait pour lui et de son infériorité physique. Et il ajoutait, les femmes, évidemment, sont partie prenante, là, acceptent ceci, il ajoutait, les hommes ne veulent pas simplement l'obéissance des femmes, ils veulent être maîtres de leurs sentiments. Ce qui fait que c'est par amour que les femmes acceptent cet esclavage, disait-il. Alors, l'asservissement des femmes est un grand livre. Il est là-haut, au 2e étage, il est tout petit, mais c'est un grand livre. Parce que quand même, c'est le premier à avoir posé la question de manière claire. Hein. Aujourd'hui, les réponses sont un petit peu différentes. Mais je crois qu'il est extrêmement important. Vous voyez, il y a des moments dans l'histoire qui sont, à mon avis, des moments clés. L'apparition du mot misogynie, c'est pas un accident.
c'est lié à ce premier mouvement antiféministe, donc à des avancées féminines qui étaient visibles et donc qui ont heurté les hommes. La question du pourquoi l'asservissement des femmes est importante. Elle arrive ici, là, pas à la fin du XIXe siècle, au milieu du XIXe siècle, en gros, parce qu'effectivement, à cette époque-là, à partir du début du XIXe siècle, les femmes ont été de plus en plus visibles et dans un espace qui appartenait aux hommes à l'époque, le public, autrement dit, les femmes ont été mises au travail. Vous savez que le travail, c'est un levier extrêmement important pour l'émancipation féminine. Même si elles ont été réduites à l'état d'esclaves dans l'industrie naissante du XIXe siècle avec les enfants, le fait qu'elles soient là a complètement modifié la vision des hommes. Les femmes faisaient un travail. Alors bon, vous connaissez les luttes féminines au XIXe siècle, il n'est pas tellement étonnant que cette réflexion et ce moment important où on a posé la question du pourquoi les femmes sont-elles asservies, ce soit venu là, en pleine révolution industrielle, et en Angleterre. Bon. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on pense ? Là, je m'avance beaucoup, et je ne suis pas spécialiste. D'abord, je dirais qu'il y a les anthropologues. Je vois deux formes de réponse, l'anthropologie et la psychanalyse. L'anthropologie, c'est Françoise Héritier, principalement. Ses livres sont évidemment essentiels pour nous et pour notre propos, si vous voulez. Pour Françoise Héritier, comme pour beaucoup d'anthropologues, ce qui a déterminé l'asservissement des femmes, au fond, c'est leur capacité de reproduction. Il fallait contrôler la reproduction. La reproduction est essentielle pour les sociétés. Et le contrôle doit passer par le contrôle des femmes. Et là, on trouve à peu près ce que dit un petit peu Stuart Mill, la valeur qu'elle représente. François Héritier dit que les femmes sont une ressource et que c'est cette ressource-là qu'il fallait contrôler. D'où l'échange des femmes, d'où l'interdiction de l'inceste, etc. Enfin, d'où pas mal de choses, puisque François Héritier étant, a été donc formée avec Lévi-Strauss, par Lévi-Strauss, mais elle s'est dégagée de lui en développant une théorie plus féministe. Alors, de toute façon, tous les anthropologues sont d'accord, que ce soit Françoise Héritier, que ce soit Maurice Godelier aujourd'hui, qui a aussi écrit des choses très intéressantes là-dessus, sur le fait que de tout temps, la femme a été subordonnée à l'homme, et donc il faut effectivement trouver des raisons. Alors, ça, c'est une raison qu'ils avancent. Bien. La psychanalyse s'est engagée dans une toute autre voie. Depuis sa naissance... Ah non, c'est excusez-moi. C'est la conclusion. Non, j'ai cru avoir... Attendez, il y a un problème. Oui, d'accord. La psychanalyse s'est orientée dans une autre voie. Et une voie qui est extrêmement importante. Parce que la psychanalyse, la première, a montré que la peur des femmes était intérieure, inhérente à la formation des hommes, au masculin, si vous voulez. Et ça, c'est extrêmement important. Parce que les hommes ont toujours eu peur des femmes. Et ils l'ont toujours dit. Ils l'ont dit au XVIe siècle, par exemple. Je vous cite Denis Lambin. Il était amoureux d'une femme. Denis Lambin, c'est un très grand helléniste. Il était amoureux d'une femme, de plusieurs après, mais au moins d'une. Il l'a courtisée pour se marier. C'était donc du sérieux. Et il lui écrivait « Je crains votre sexe. Il se laisse facilement entraîner de ci, de là. » Et dans une autre lettre, « Je crains l'âge où vous êtes. Je crains votre sexe. Et si je ne m'assurais que la piété vous est la chose la plus importante du monde, et que vous veillez avec un soin assidu à garder votre honneur et votre chasteté, je me défierais de vous. Et vous voyez par 2 fois, je crains votre sexe. » Alors, ça c'est un homme qui parle. Mais enfin, quand vous parlez à une femme que vous aimez, vous ne commencez pas par lui dire aujourd'hui, je crains votre sexe, c'est aberrant. Ça veut dire une chose, c'est que les femmes sont honnies, mais que tout de même on en sauve celle qu'on aime, à moitié, on la sauve à moitié. Bon, je ne veux pas développer là-dessus, mais il est clair qu'il y a une immense méfiance à l'égard de la femme et de la sexualité féminine.
Et puis, de manière collective maintenant, au XVIe siècle, vous avez la chasse aux sorcières. On brûle, et principalement des sorcières. Peu de sorciers, mais beaucoup de sorcières. C'est une des preuves de la misogynie de cette époque, très forte. Alors, vous direz, oh, le XVIe siècle, voilà, c'est vieux. Ouais, mais aujourd'hui. Alors aujourd'hui, il y a des sites sur Internet, des sites de drague, de coaching de drague. Alors, il y en a un qui s'intitulait, le titre m'avait intéressé parce que avoir peur des femmes, 2 points, les 6 types de peur. Les 6 types de peur. Alors, je vous les donne. Le coach donc énumère les 6 types de peur. Peur d'aborder les femmes. Peur d'interagir avec les femmes. Peur d'exprimer son attirance. Peur de l'intimité physique. Peur d'être blessé. Peur d'être déçu. Comme au XVIe siècle, la peur des femmes. Et une peur qui est extériorisée, c'est-à-dire qui en fait est projetée. La peur, c'est en lui, hein, c'est pas à l'extérieur, mais c'est chosifié. C'est la femme qui est le réceptacle des peurs, alors que la peur, elle est dans l'homme, c'est évident. Les gens qui vont suivre des cours pour draguer, non, les problèmes, bon, enfin, passons. Vous voyez, bon, la peur. Attends. Alors, ce qui est très important dans l'arrivée de la psychanalyse, c'est que la psychanalyse a dit la peur, elle est dans l'homme, pas à l'extérieur, elle est dedans. Et ça, c'est extrêmement important. Naturellement, comme quand même, cette psychanalyse, c'est un discours difficile, pas vraiment vulgarisé, au bon sens du terme. Il continue de régner, si vous voulez, une certaine méconnaissance de cette peur intérieure. Mais là, je crois que la psychanalyse a mis le doigt sur quelque chose de très important. C'est une révolution. Hein. Alors, la psychanalyse, je parle en général parce que, de toute façon, je ne suis pas psychanalyste, et puis surtout parce que je ne veux pas non plus me mêler les pinceaux. La psychanalyse, il y a différents courants, et chacun a sa réponse là-dessus. Il y a des choses très intéressantes qui ont été écrites par des freudiens, notamment il y a un livre qui s'appelle « Pourquoi les hommes ont peur des femmes », c'est un freudien, Jean Pournu, qui l'a écrit. Et puis il y a la position des lacaniens, qui à mon avis est encore plus intéressante, beaucoup plus intéressante, mais bon, c'est autre chose encore. Et Jung a aussi parlé de la peur des femmes, etc. Mais enfin, en gros, si vous voulez, pour les psychanalystes, quelle que soit leur position, la peur des femmes est quelque chose qui est interne à l'ontogénèse masculine. C'est-à-dire, ça remonte vraiment à la petite enfance, et là, bon, vous connaissez les différents courants, c'est pas évident, vous voyez, à comprendre, mais ça serait intrinsèque à la formation du masculin. Mais alors, là, il y a un petit problème qui se pose. On voit tout de même qu'il y a un progrès. Depuis le XVIe siècle, on ne brûle plus de sorcières. On ne considère plus que les femmes sont inférieures aux hommes. Il y a quand même eu pas mal de progrès. Alors, la psychanalyse nous dit, oui, mais la peur des femmes, elle est inhérente à la formation de l'homme. Si elle est inhérente à la formation de l'homme, comment peut-elle être combattue, si vous voulez ? Pourquoi y a-t-il eu un progrès ? Et je crois que là, il faut distinguer correctement simplement 2 choses. La peur des femmes et la peur du féminin. Ce dont la psychanalyse nous parle, c'est de la peur du féminin. Et comme l'a écrit, je ne sais plus qui, parce que je me souviens plus, il vaudrait mieux l'appeler l'angoisse du sexuel. La peur du féminin, il vaudrait mieux l'appeler l'angoisse du sexuel. C'est plus ça. La peur des femmes, c'est la transposition sociale de la peur du féminin. Et ça, eh bien, c'est contingent. Je veux dire par là que c'est en rapport avec le monde qui nous entoure. On a plus ou moins peur des femmes. On a plus ou moins peur des femmes lorsqu'on est jeune, adolescent, ou lorsqu'on est plus âgé, plus mûr. On a plus ou moins peur des femmes selon l'éducation que l'on a reçue, selon le milieu dans lequel on a vécu, et surtout selon le milieu dans lequel on vit, socio-culturel. Parce que le groupe est extrêmement important là-dedans.
ce sont les groupes qui favorisent la diffusion des stéréotypes. Vous voyez ? Plus les groupes sont masculins, plus ces stéréotypes sont discriminants. Au XIXe siècle, la formation des hommes était une formation entièrement masculine. On était formé par ses pairs et par des hommes adultes. Vous voyez ? Depuis le début du XXe siècle, la mixité s'est installée. Et la mixité, c'est naturellement quelque chose qui a favorisé la diminution de la peur des femmes. Parce qu'il y a eu une diminution de la peur des femmes au cours des siècles. Et c'est même quelque chose qui est visible de notre point de vue, quand on est assez vieux. On voit bien que ça a changé, que les choses ont changé. Bref, il y a une distinction importante à faire, à mon avis, entre la peur des femmes, qui est quelque chose qu'on peut combattre, qui peut disparaître, et la peur du féminin, qui, d'accord, est peut-être une peur qui est inhérente à la formation masculine, mais qui peut, si vous voulez, que l'on peut maîtriser justement par l'éducation, par l'environnement, etc. Bref, là, il y a, si vous voulez, des difficultés dans lesquelles je ne vais pas rentrer, n'est-ce pas ? J'ai beaucoup trop de choses à dire pour terminer, à 7h moins 3, puisque c'est promis que je ne dépasserai pas les 7 heures. Alors, pourquoi la peur des femmes a-t-elle diminué ? En gros, il y a 4 raisons, à mon avis. La première raison, je ne sais pas où elle est passée, attendez. Parce que je ne vois pas grand-chose sans les lunettes. Voilà. La première raison est évidente, évidemment, je n'ai pas besoin de la chercher. Ce sont tout simplement les avancées féminines. Plus il y a eu, je parlais du travail tout à l'heure, évidemment que plus les femmes ont connu des avancées, plus les hommes se sont habitués. Parce que les avancées féminines ne déclenchent pas toujours de l'antiféminisme. Il y a aussi des hommes qui sont bienveillants, qui sont curieux, qui sont intéressés, qui acceptent. Donc les avancées féminines ont fini par, si vous voulez, donner aux hommes l'habitude de fréquenter les femmes, de les voir au même niveau qu'eux, etc. Donc les percées féminines dans l'histoire, si vous voulez, sont essentielles pour faire diminuer la peur des femmes, notamment dans le domaine du travail. Deuxième raison, le recul de l'emprise religieuse et les progrès de la laïcité. Ça, c'est extrêmement important. On s'en aperçoit peu parce qu'on vit dans un monde qui est assez préservé du reste. Mais toutes les sociétés, toutes, ont jusqu'à une période très récente considéré que l'ordre social, donc les rapports hommes-femmes, c'est l'ordre social aussi, dépendait de l'ordre divin. Donc toutes les sociétés ont confondu, ont mêlé, si vous voulez, le politique et le religieux. Et il y en a encore beaucoup dans notre monde, vous le savez. Et, de ce fait, tant qu'il n'y a pas dissociation du politique et du religieux, il n'y a pas d'avancée possible dedans. Donc, chez nous, c'est arrivé relativement tard, c'est-à-dire les 2 derniers siècles. Depuis le XVIIIe siècle, petit à petit, recul du religieux et avancée de la laïcité. Bon, ça, c'est extrêmement important aussi, parce que sans ça, il n'y a pas de progrès vers l'égalité femmes-hommes. Troisième raison, le développement de la mixité. Il est évident que, alors la mixité, c'est pas une panacée, hein, c'est comme la parité, on peut discuter, il peut y avoir des effets pervers. Des effets pervers. Par exemple, s'il y a mixité, il y a forcément un peu plus de harcèlement sexuel. Ça tombe sous ça. Mais enfin, bon, en gros, c'est tout de même un élément qui a joué un rôle considérable dans la diminution de la peur des femmes, la mixité. La vraie mixité, hein, je dis. Attention, parce qu'il y a 36 types de mixité. Hein. Là, par exemple, hommes et femmes réunis. Si on était à l'église, alors avant, l'église s'était séparée, là, on s'est mêlé. Alors, ça, c'est tout simplement pas de la cohabitation, mais plutôt de la coprésence. Hein. Nous sommes tous présents. Il y a la mixité de la cohabitation. Lorsqu'on vit en couple, il y a cohabitation. Il y a la mixité du partage des tâches. Ça, c'est pas la vraie mixité. Hein. Les historiens ont toujours dit, ouais, le partage des tâches, ça montre que les hommes et les femmes, finalement, étaient à égalité. Pas vrai du tout. Le partage des tâches est recouvert par l'inégalité, ça partout.
Le partage des tâches, c'est pas de la vraie mixité. Hein. Il y a également la mixité, on dirais-je, la mixité dans la collaboration pour le travail dans l'entreprise ou à l'école. Oui, mixité, on est d'accord en groupe, on travaille en groupe, hommes-femmes, etc. C'est pas mal ça, c'est déjà bien. Mais la vraie mixité, c'est pas celle-là. Celle qui fait bouger les choses, c'est l'interchangeabilité des rôles. C'est lorsqu'une femme occupe le rôle d'un homme. Ça, c'est important. Vous voyez ? Parce que vous imaginez donc une situation où les hommes ont toujours, occupent un certain poste, des postes. Une femme arrive et prend ce poste-là. Qu'est-ce que ça donne ? Ça donne une crise d'identité masculine. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est là que la vraie mixité, elle est forte. C'est quand les femmes occupent des rôles d'hommes. Alors, évidemment, on a eu la première femme avocate, la première femme médecin, la première... on a eu la première femme candidate à la présidence de la République. Attendez qu'on ait la première femme présidente, ça faut attendre longtemps. Vous voyez, c'est important, cette histoire d'interchangeabilité des rôles. C'est très important. Voilà. Alors, en conclusion, je voudrais insister sur le fait que la misogynie ne concerne pas que les individus et les groupes, mais aussi des choses qui sont plus informelles, comme les institutions et les mécanismes sociaux. Je vais donner 2 exemples pour finir, qui sont un peu atroces, de misogynie contre lesquelles il est difficile de lutter. Les sociologues pensent que c'est dans la formation du couple qu'il y a des distorsions qui entraînent ensuite des discriminations. Dans la formation du couple. Alors, je me base sur les études faites par Michel Boson. Hein. Donc vous avez au-dessus là, le livre fondamental qui est l'enquête sur la sexualité des femmes, l'enquête sur la sexualité des Français, c'est un livre sorti en 2008, un livre extrêmement important. Il est très gros, il fait 600 pages, mais il y a plein de choses extrêmement intéressantes. Mais c'est pas dans ce livre qu'il y a l'enquête dont je parle, une enquête sur la formation des couples, qui est un petit peu plus ancienne, dotée de la fin des années 90, mais dont les résultats sont toujours valables. Dans la formation des couples, il y a plein de choses qui jouent, mais il relève deux discriminants dès le départ. Le premier, c'est que les femmes épousent traditionnellement des hommes qui sont un peu plus âgés qu'elles. Et ça se maintient. Avant, on disait il faut 10 ans entre l'homme et la femme, parce que comme l'homme éduquait la femme, il fallait bien 10 ans de différence. Mais aujourd'hui, où il y a une égalité parfaite dans tout ce que vous voulez, il y a toujours 2 ans. Et ça fait 20 ans que ça dure. Il y a toujours 2 ans de différence. Les femmes marient des gens un peu plus âgés. C'est pourquoi sécurité. C'est plus sécurisant qu'un un peu plus âgé. Alors, mais je ne mets pas en cause les femmes, non, c'est le milieu qui veut ça, c'est le milieu. Deuxième exemple, toujours dans la formation du couple, les femmes épousent des hommes qui ont un peu plus d'avenir, qui ont réussi, ou qui sont susceptibles de réussir. Ça s'appelle, et c'est vieux, ça s'appelle l'hypergamie féminine. Et c'est vieux, c'est vraiment au Moyen-Âge et tout, hypergamie féminine. Les femmes se marient au-dessus de leur rang. Alors avant, c'était une tactique des familles. La raison que je ne vous expliquerai pas, mais tactique des familles. Mais aujourd'hui, où il y a le mariage d'amour, il n'y a plus de tactique des familles. Alors pourquoi les femmes continuent de se marier avec des gens un peu plus âgés et un peu plus au-dessus d'elles? Alors, ça a des distorsions importantes, attention. Si le salaire féminin est inférieur au salaire masculin, qui est-ce qu'on va privilégier lorsqu'il faut changer de région, changer de métier, changer d'appartement, changer? Le salaire masculin étant dominant, c'est plutôt la femme qui va se sacrifier. Ça, c'est évident. Je veux dire, il y a une discrimination là qui est due à la différence de statut social entre l'époux et l'épouse. Enfin, ça paraît plus anecdotique, moins important. Mais les femmes
lorsqu'on leur pose la question, est-ce que vous marieriez avec quelqu'un qui est un peu plus grand que vous de 5 cm? Les hommes répondent à cette question à 50% oui. Les femmes à 70% non. Pourquoi? Parce qu'elles se sentiraient diminuées en face d'un homme avec un homme plus petit qu'elles. C'est terrifiant. Bon, là, je vous renvoie à l'analyse de Michel Bozon. Je peux vous lire, si vous voulez, ce qu'il en tire comme conclusion. C'est la domination de l'homme qui établit la position de la femme. Accepter une inversion des apparences donne à penser que c'est la femme qui domine, ce qui, paradoxalement, la baisse socialement. Elle se sent diminuée d'être avec un homme diminué. Ah oui, ces distorsions-là sont difficiles à manipuler. Alors, deuxième exemple, j'y ai fait allusion tout à l'heure. Les femmes ont bataillé, vous le savez, pour conserver leur nom après leur mariage. Alors, il y a une enquête de l'INSEE, là, qui est en 2015, qui montre que dans la très grande majorité des bébés qui sont nés en 2014 portent le nom du père. 83% exactement. Et si on prend les couples mariés, qui sont un peu plus traditionnels, un peu plus catholiques aussi, 95%. Alors que depuis la loi de 2005, ils peuvent recevoir le nom du père, de la mère, le nom du père avant la mère, le nom du père avant la mère, etc. Et quand on pose encore la question, on l'a posée récemment à un jeune couple, ils ne savent pas quoi répondre. Ben oui, la petite, elle a le nom du père. Et pourtant, la femme, disons, est, bon, pas féministe peut-être, mais très ouverte. Bon, je vous laisse méditer sur ces exemples-là. Moi, j'ai terminé. Merci de m'avoir écouté, merci d'être venu. Ah, pardon, j'avais oublié de présenter ça. Et puis aussi 2-3 images que j'avais mis à la fin. Ça, c'est une image misogyne, relevée dans Le Monde, le 14 novembre 2015. Pourquoi les femmes seraient-elles disposées à la malbouffe et pas les hommes? Ça aussi, c'est pas mal. Elle achète en ligne. C'est la femme qui achète, évidemment. C'est l'homme qui va chercher. Là, c'est un partage des tâches assez... Alors, humour plutôt féministe cette fois-ci. C'était après les départementales. Celle-là, elle est très bonne, je trouve. Elle est très, très fine. C'est au moment où on parlait des achats, etc., des cathares, etc. Celle-là, elle est pas mal aussi. Très bonne aussi, celle-ci. Mix et remix, c'est très bon. Et enfin, celle-ci, d'un humoriste que j'aimais beaucoup, qui s'est suicidé, Bosque, il y a longtemps, dans les années 70, mais qui était extrêmement fin aussi. Voilà. Alors, si vous avez des questions à me poser, ça serait avec plaisir. Et je crois qu'il y a un micro qui se balade. Allô? Ouais. Si vous avez des questions. Ce n'est pas tant une question plutôt qu'une constatation, puisqu'on dit toujours que les femmes se sont mises à travailler au XIXe siècle, alors que de toute éternité elles ont travaillé, puisque l'essentiel de la population était paysanne et que les femmes travaillaient autant que les hommes. Une paysanne travaille largement autant qu'un homme, parce qu'elle fait toutes les tâches de la maison, etc., classiques, plus les travaux des champs quand même. Donc, salarié. C'est le travail, en fait, salarié rémunéré qui...
Et d'autre part, il y a eu quand même des femmes de pouvoir, qui certes avaient des ministres et des conseillers qui étaient toujours des hommes, comme Isabelle de Castille, Élisabeth Ier, toutes les reines qu'il y a eu quand même, qui étaient des femmes qui ont laissé une trace importante dans l'histoire. Marie-Thérèse d'Autriche, elles ont compté dans l'histoire quand même. Bon, c'est vrai qu'elles avaient toujours des ministres et des conseillers hommes. Comment leurs contemporains vivaient le pouvoir de ces femmes qui était vraiment réel quand même. Ah, ok. Oui. Les reines sont de magnifiques exceptions. Et traditionnellement, si vous voulez, il n'y a aucun problème du partage du pouvoir au sommet. Pourtant, il y a sauf en France. Il y a eu la loi Slick. Mais c'est vrai que c'est français. Non, non, ça c'est français. Depuis l'Antiquité, il y a des reines. La Bible énonce un certain nombre de reines, ne serait-ce que la reine de Saba. Donc, il n'y a pas là un tabou à renverser. Vous voyez ce que je veux dire? Ça a toujours été accepté, c'est une tradition. Il n'y a rien qui puisse choquer qu'une reine exerce son pouvoir, sauf en France, où, naturellement, la loi salique les a écartés. Mais les reines sont une exception. Je pourrais vous en dire un peu plus sur les exceptions. Enfin, oui, on peut parler de ça, à moins qu'il y ait une question. Je ne voudrais pas monopoliser la parole. Et puis aussi, quand il s'agit de la peur des hommes, on peut penser aussi que les hommes ont peur des femmes, et que les femmes aussi ont peur des hommes. Il y a une peur qui est comparable, je trouve, malgré tout, dans tous les sens du terme. Et peut-être que les femmes ont encore plus peur des hommes que les hommes n'ont peur des femmes, puisque les femmes ont une peur réelle, qu'on connaît toutes dès l'enfance. Attention, sois prudent, ne sors pas le soir, ne vas pas toute seule, ne va pas te promener toute seule, on ne sait jamais, tu peux faire une mauvaise rencontre. Cette peur qui est quasiment spécifique des femmes, une peur de la violence des hommes qui, dès l'enfance, nous conditionne quelque part. On n'aime pas circuler la nuit dans une rue déserte. C'est un parking mal éclairé, nous fait peur. On a toujours peur d'une ombre, masculine toujours, qui pourrait nous sauter dessus. Littéralement la nuit, par exemple. Même dans la journée, dans la campagne. C'est ce que vous avez vu dans la citation de Margaret Atwood, la romancière canadienne. Est-ce qu'il y a d'autres questions, s'il vous plaît? Et puis la dernière, peut-être. C'est pas une question, mais c'est par exemple, vous avez parlé par rapport à la taille, à la différence de taille, etc. La femme, elle veut un homme qui la valorise, Mais regardez chez les animaux, parce que quelle est la part d'animalité qui reste en nous? Puisque chez les animaux, on trouve toujours la séduction, c'est-à-dire la femelle, elle va vers le mâle qui est le plus beau, le plus grand, le plus fort. Ça existe dans la nature. Quelle est la part d'animalité dans tout ça? Non, là, je ne vous suis pas. L'animalité, c'est pas mon sujet, et je ne ferai pas de comparatisme de cet ordre-là. Parce qu'on retrouve quand même dans la nature, chez les animaux, des comportements. Oui, mais je ne suis pas éthologue. On voit bien qu'on fait partie du règne animal, quoi, en fait. Voilà, je trouve. Qui est-ce qui veut poser une question? Bon. Eh bien, si vous n'avez pas de questions, je vais vous libérer. Ah, monsieur, vous pouvez pas passer en ligne, s'il vous plaît? Merci. Oui. Oui, bonsoir. Je souhaiterais savoir si parmi les études, il existe des comportements misogynes selon les continents. Où sont-ils les plus prononcés? Est-ce que c'est dans la zone sud ou la zone nord? Et quels sont les continents où on remarque le plus de misogynie? En Antarctique, il y a assez peu de femmes, je pense. Les continents, c'est pas mon sujet non plus. Et je ne voulais pas partir sur des considérations de comparatisme culturel. Parce que, d'abord, c'est trop facile. C'est évident. Vous avez voyagé, moi aussi. Donc, on peut vous parler de l'Inde, de la Turquie, des choses comme ça. C'est pas triste. Effectivement, c'est même très choquant, de mon point de vue. Mais ça nous entraînerait peut-être un peu loin. Moi, je pensais que vous alliez me parler de Cologne. Et alors là, effectivement, on a un exemple parfait, je dirais.
vraiment de choc des cultures, exceptionnel, parce que la situation était exceptionnelle. Et personnellement, ça m'a rappelé immédiatement les viols de la place Tahrir en 2011-2012, et peut-être après, en Égypte, au Caire. Donc je suis retourné voir les articles de l'époque, et il y avait les vidéos aussi, et je pense que c'est exactement ce qui s'est passé. Hein, c'est-à-dire que là, vous avez un choc, une transposition d'une foule qui n'a pas du tout la même culture, effectivement, que la culture qui est la nôtre ou celle des Allemands, qui a été transportée là, et le choc a été effroyable pour les pauvres femmes qui se sont retrouvées là-dedans, pris au piège en arrivant à la gare. C'est quelque chose d'exceptionnel, d'impensable. Mais enfin, je veux dire, quand on est au courant de l'actualité, ou qu'on a suivi un petit peu l'actualité justement en Égypte, ça n'a rien d'étonnant. Hein, voilà. Donc je pensais que vous vouliez parler de ça. Mais comparer maintenant des cultures qui ne sont pas les nôtres, évidemment, personne n'a envie d'aller vivre naturellement. Excusez-moi, j'ai donc une question subsidiaire. Est-ce que l'irruption des nouvelles technologies de l'information et de la communication, Internet, permettent d'atténuer ou de faire progresser justement ce problème? Je ne sais pas si les choses ont été posées dans ces termes-là. Pour l'instant, tout ce que j'ai lu là-dedans, c'est que il y a une fracture informatique qui s'est créée pas simplement entre, disons, les couches sociales de la population, mais également entre les hommes et les femmes. Ça, c'est probablement un effet du phénomène dont je parlais tout à l'heure. Dès qu'il y a une avancée technologique ou autre, enfin, un nouveau domaine à explorer, on voit que les hommes s'y installent. Ils s'en font un domaine réservé et après, c'est assez difficile de les en déloger. Alors, pour l'informatique en général, je n'ai pas de connaissance. Pour Internet, il est certain que Internet, et ça, je crois que tout le monde le suit actuellement, accentue la misogynie ou le sexisme, les attitudes sexistes. Parce que permettant de manière anonyme de déverser tout un tas de choses, moi j'en ai fait un peu l'expérience, je suis allé sur ces sites-là de coaching et tout, les sites qu'on appelle masculinistes. Vous savez, le masculinisme, c'est ces groupes d'hommes et ce courant qui est né au Québec, mais ensuite qui a déferlé en Europe, qui entend défendre les valeurs masculines face à l'invasion, à la féminisation de la culture, à l'invasion des femmes, parce qu'il y a des hommes qui pensent que stop, c'est bon, les femmes sont à égalité, et maintenant elles en veulent toujours plus, et qu'elles mordent maintenant sur les prérogatives masculines, qu'elles les envahissent tout, etc. Il y a des hommes qui pensent ça. Donc, ces courants masculinistes, d'ailleurs, ils datent, si on cherche l'origine, c'est début XXe siècle, c'est-à-dire au moment précisément où il y a où les femmes sont de plus en plus entrées dans la société qui était celle de pas avoir réservée aux hommes, les politiques ou autres. Et ces courants masculinistes sont absolument effrayants. Nous avons eu là dans une journée d'études quelqu'un qui devait venir parler de ceci, ou au colloque, je ne me souviens plus. Quelqu'un qui devait venir parler de ceci parce que c'est une sociologue qui est entrée, qui a été admise dans un de ces groupes masculinistes pour faire son travail. Elle s'appelle Mélanie Gourari, pardon. Et ce qu'elle a fait, les 2 articles que j'ai lus d'elle sont vraiment passionnants, extrêmement intéressants. Ils montrent effectivement qu'il y a toute une frange minoritaire, évidemment, d'hommes dont je dirais qu'ils ne sont pas à l'aise dans leur peau, mais enfin qui, eux, se pensent à l'aise dans leur peau, ou du moins qui pensent que s'ils ont des difficultés pour séduire les femmes, c'est que ça vient des femmes qui sont devenues beaucoup plus agressives qu'avant, beaucoup plus dures, etc., et qu'il faut les remettre à leur place. C'est à peu près ça. Et donc là, c'est très facile d'aller sur les groupes Internet et de trouver ça. Mais je pense qu'Internet, pour revenir à votre question, est une frontière
pour comment dirais-je, un enjeu actuel pour la cause féministe. Parce que les attaques dont les Américaines, dont j'ai parlé tout à l'heure, ont été l'objet, sont effrayantes là aussi. C'est effrayant. Heureusement, pour la deuxième, comme elle travaillait dans les jeux vidéo, elle était elle-même créatrice, elle a été soutenue par le milieu. Mais malgré tout, il y a un groupe de joueurs qui s'est constitué pour lutter contre l'invasion féminine dans les jeux vidéo. C'est incroyable. Hein. Donc là, je pense qu'il y a effectivement un énorme problème qui se crée dans Internet. Voilà. Est-ce que peut-être je suis né misogyne? Est-ce que pour changer le... Ouais. J'ai un petit-fils. Ouais. Je dois lui acheter une lumière qui est coupée. Moi, j'y crois pas beaucoup. Mais il y a... j'avais apporté des livres, là. Donc il y en a un sur les jouets sexistes, qui est pas mal à lire. Pas mal. Très intéressant. De là à modifier notre comportement, je ne crois pas que ça modifie l'ordre des choses. Quant à être misogyne, je peux vous expliquer pourquoi je travaille sur la misogynie, parce que ça aussi, après tout, hein, ça peut être intéressant, non? Je vais vous dire, j'ai beaucoup à me faire pardonner. La personne qui est derrière vous, peut-être en dirait plus. D'accord? Non, je pense que, en vieillissant, d'abord on prend du recul, on s'aperçoit quand même de certaines choses, on s'aperçoit que quand on est jeune, on est quand même beaucoup plus sexiste que plus tard, hein, qu'on est beaucoup plus dur dans les relations femmes-hommes. Et qu'effectivement, c'est l'âge où on aurait beaucoup de choses à se reprocher. Voilà. Donc il y a l'effet de l'âge, qui fait que quand on regarde en arrière, on se dit quand même qu'on aurait pu faire un peu mieux. Voilà, alors il y a ça. Et puis il y a que moi, je suis historien de l'amour, de l'amitié, de la sexualité, de la famille, au XVIe, XVIIe, XVIIIe siècle. Ayant travaillé pas mal sur l'amour, et notamment sur la tendresse, sur l'amour-tendresse qui naît au XVIIe siècle, je me suis longtemps et toujours posé la question, c'est-à-dire 25 ans de travail là-dessus, de recherche, petit à petit, mais pourquoi est-ce que l'amour, qui est une idéologie égalitaire, n'a jamais réussi à déboucher sur l'égalité femme-homme? Puisque c'est vraiment une idéologie égalitaire. Parce qu'on aime quelqu'un, on ne veut pas de mal. Pourquoi est-ce que l'amour, qui est devenu petit à petit la base du mariage, la base du couple, etc., pourquoi est-ce que ça n'a pas changé les choses? Et c'est venu à travailler donc sur la misogynie, mais au sens profond du terme. Voilà. Est-ce que ce sont les réponses que vous vouliez? Je ne peux pas vous en dire plus. Je suis dedans. Ah oui? Allez-y. Divisé. Il y a le coin voiture et toboggan et le coin dinette poupon. En tous les cas, dans mon village, le stage qu'elle a fait, c'est clairement, très nettement séparé et c'est même matérialisé par des petites barrières en bois. Elle a constaté que à peu près jusqu'à un peu moins de 2 ans, il se mélange un peu. Mais après, très vite... Le petit livre dont je parlais s'intitule « Contre les jouets sexistes ». Bon, on n'apprend rien d'extraordinaire quand on travaille là-dessus, parce qu'on sait un peu tout. Mais quand même, il est pas mal. Et à la fin, il y a des interviews de personnes qui ont travaillé justement dans des crèches et qui ont vu ça. Des très jeunes femmes, enfin jeunes filles, venues faire un stage et découvrant que certaines instituts étaient encore plus sexistes. Enfin, voilà. C'est vrai, j'ai lu ça. Bon. J'ai travaillé aussi en crèche, mais en fait, c'est une question aussi d'organisation. Donc là, je ne sais pas dans la crèche où était votre fille, la mentalité qu'il y avait. Mais là où j'ai travaillé, je suis passée dans plusieurs endroits. C'est plus facile de mettre, par exemple, sur une table des dessins pour que les enfants jouent ensemble parce que les crayons vont être posés en même temps.
Et c'est plus facile aussi après pour les ramasser. Donc évidemment, il y a le coin des voitures, le coin des Legos, il y a le coin de la dinette. Mais en fait, les garçons et les filles n'étaient pas séparés, quoi. Ouais, mais là, Ils se mélangeaient et on les séparait pas. Donc c'est voilà. matérialisé par des petites barrières. Ah ouais. Je l'ai vu. Ah mais je vous crois, hein, je dis mais. Mais quand ils se mélangent, des fois, il y a des drôles de choses. Il y a une étude dont je ne vous ai pas parlé, mais qui me plaît beaucoup, m'intéresse pas mal. C'est l'étude d'une sociologue qui est allée examiner les amours au lycée. Amour et amitié au lycée, entre 14 et 18 ans, à peu près. Et aujourd'hui, les groupes sont de plus en plus mixtes, mais bon, en général, dans les groupes de garçons, il peut y avoir un groupe de filles, dans un groupe de filles, un garçon, mais enfin bon, c'est comme ça. Hein, cette mixité n'est pas une mixité totale. Et alors, à étudier les choses, on a vu que les filles, lorsqu'elles tombaient amoureuses d'un garçon, entraient dans le groupe des garçons. Et lorsque la rupture avait lieu, bon, elles partaient, elle aimait un autre garçon, elle rentrait dans un autre groupe de garçons. Et là, on observait comme ça qu'il y avait une circulation des filles, de groupe de garçons en groupe de garçons. Alors que les garçons, eux, ne rentrent pas dans le groupe des filles. Ils trouvent que c'est pas des groupes pour eux. Et eux pensent, alors c'est terrifiant ça, c'est qu'eux pensent que leurs groupes sont beaucoup plus stables, les groupes des filles. Mais le pire, c'est que les filles, lorsqu'elles appartiennent à un groupe de garçons, donc elles aiment un garçon, elles sont dans le groupe de garçons, elles croient qu'elles en font partie. Alors qu'eux, ils pensent que non, elles n'en font pas partie. Elles ne font pas partie. C'est terrifiant. Alors, elle montre en fait que dès les débuts de la vie amoureuse et sexuelle, il y a une domination des groupes de garçons sur les groupes de filles. Il n'y a rien à faire. Vous remontez toujours en arrière et toujours vous trouverez des objets. Là aussi, alors personne, naturellement, dans cette expérience, a expliqué que ni les garçons ni les filles sont conscients de tout ça. Pas conscients du tout. Allez, merci beaucoup.